À ce moment-là, les Brigades Rouges, par la mort d'un homme qui n'était qu'un rouage dans l'engrenage du procès, il n'était pas pour nous un ennemi en tant qu'individu. Il était un rouage que nous avons brisé. Et en le brisant, nous avons empêché l'État de faire le procès de la lutte armée en Italie, de remplir son rôle de l'État qui commande. Je comprends que d'un point de vue personnel, la mort d'un homme est un événement dramatique. Mais dans un processus révolutionnaire, on met en jeu sa propre vie et on donne aussi la mort, parce que la politique est l'élément dominant. Où je suis entré en contact avec des détenus qui n'appartenaient pas aux Brigades Rouges, qui étaient des hors-la-loi, des braqueurs, des hommes qui en prison avaient, comme on dit, un nom, c'est-à-dire des hommes auxquels on pouvait se fier. On a été 13 à s'évader, mais on a bénéficié pour notre évasion de l'aide d'une centaine de détenus. Parce que le climat social et politique de ces années-là s'y prêtait. Des hommes qui n'étaient pas des militants politisés, qui n'étaient pas des révolutionnaires, mais des voleurs ou des simples ouvriers. Ces hommes avaient le sens de la solidarité dans leur gène. La jambisation était une forme d'action qui avait deux objectifs. Le premier, d'intimider, de mettre en difficulté des individus, des corporations, comme celle des journalistes, des magistrats. En les attaquant militairement, on les intimidait. On les frappait dans leurs fonctions. Le second objectif était la propagande. Donner à nos actions une plus grande résonance. Nous nous étions fixés un objectif très précis, la conquête du pouvoir, c'est-à-dire briser le maillon faible du système capitaliste occidental, à savoir l'Italie, et entreprendre une guerre de longue haleine pour la conquête du pouvoir. Le premier travail fait politique. Il a consisté à décider l'attaque contre la démocratie chrétienne en tant que parti totalitaire. Deux, comment ? Procéder à une attaque de type militaire, en tuant, en assaillant. On pouvait le faire de diverses façons. Attaquer leur siège, massacrer toute la direction. Les options militaires ne manquaient pas. Notre choix s'est porté sur un procès politique contre ce parti. On entreprend deux enquêtes militaires. Une sur Aldo Moro, l'autre sur Andreotti. On mène ces deux enquêtes en parallèle. Et après avoir effectué un certain nombre de repérages préliminaires, au cours desquels on localise leur domicile, on circonscrit leur parcours quand ils se déplacent dans Rome, on cerne leurs habitudes, ce qui apparaît clairement, il a lui aussi des gardes du corps. Il se déplace lui aussi dans le centre de Rome, au Parlement, au siège de son parti. Mais ces trajets offrent des situations opportunes pour nous. La première action accomplie ce matin-là l'avait été bien avant notre arrivée par d'autres camarades. Juste devant l'endroit que nous avions choisi comme point d'attaque, stationné tous les jours de la semaine, un fleuriste avec sa camionnette. Il installait un étalage et vendait ses fleurs aux gens du quartier. Là où il était placé, au coin de la Via Fani,
Il se serait trouvé dans la trajectoire des tirs visant la voiture de Moro et de son escorte. Des camarades l'ont empêché de venir ce matin-là en allant dans la nuit crever les 4 pneus de sa camionnette garée devant son domicile. Cela lui a certainement sauvé la vie. On avait tout programmé pour que l'assaut se passe bien, mais il aurait pu se passer mal. On aurait pu tuer Moro. On aurait pu être tué. Ce sont des choses qu'on avait envisagées. Pas parce qu'il y avait une alternative, mais parce que cela faisait partie des probabilités. Si Moro avait été tué, notre action aurait été un échec et il aurait fallu le gérer comme tel. Nous savions que beaucoup de personnes avaient trinqué ou crié victoire quand on a enlevé Aldo Moro. Et ces gens n'étaient pas membres des Brigades Rouges. Donc on était confiants. Quand Moro est entré dans la cellule, il a été frappé par la vue du drapeau rouge et de l'étoile à 5 branches. Par la suite, nous avons eu, dans le cadre particulier d'une captivité, un rapport le plus humain et correct possible. Nos premiers échanges ont porté sur la nourriture et les médicaments dont il avait besoin. La première nuit, après avoir tout fermé, je me suis rendu compte que Moro transpirait. Qu'il avait du mal à respirer parce qu'il y avait peu d'espace. Et j'ai pris la responsabilité, parce que c'était de mon ressort, d'ouvrir la porte de la cellule, de lui dire « Monsieur le Président, c'est le terme que j'utilisais, dans nos rapports, je le vous voyais. Monsieur le Président, je vois que vous ne vous sentez pas bien. Il me confirme qu'il a du mal à respirer. Je lui dis, je peux laisser la porte ouverte, mais vous devez rester sur le lit et ne pas faire de bruit. Si vous me le garantissez, je vous garantis la porte ouverte. Par la suite, il m'a demandé si je pouvais lui donner une Bible. Il m'a laissé entendre qu'il aurait aimé suivre la messe. Moi et ma compagne, nous nous sommes astreints le dimanche à enregistrer la messe en direct. À vérifier qu'il n'y avait pas dans ces enregistrements des indications qui pourraient nuire à notre action, que leur contenu était exclusivement religieux, et à lui remettre une cassette qu'il écoutait assez souvent quand la solitude lui pesait ou quand il n'arrivait pas à dormir. À ce point, considérant que nous sommes une force combattante, que notre ennemi est une autre force combattante, nous proposons une négociation. Aldo Moro est coupable, mais il peut être libéré en échange d'autres prisonniers. L'appel de Moretti à la famille Moro démontrait une chose très claire et très précise. C'est un des dirigeants de la démocratie chrétienne. C'est le président de la République, le président du Conseil. Nous avait dit « Attendez un moment, nous n'acceptons pas vos conditions, mais nous vous proposons ceci. » À ce moment, la balle passait dans notre camp. Et ça, ils ne l'ont jamais fait. Quando si parla di quegli anni si parla di Aldo Moro, si parla... Ecco, la storia di quegli anni è stata una storia molto più complessa, molto più ricca, molto più grossa, con centinaia e centinaia di azioni, con 5.000 persone negli anni successivi finite in carcere. Questo, secondo me, è il vero problema che si dovrebbe porre la classe politica, i mezzi di comunicazione, capire che cosa è successo in quegli anni nel nostro paese, capire perché.